Bonjour, je suis Stella Warnier et je suis ravie que vous écoutiez Raconte-moi un commun. Chaque semaine, je reçois une personne qui m'a inspirée pour partager un récit d'entraide, de soins, de mise en commun et de bâtir le quotidien dont on rêve. Pour soutenir le balado et me permettre de continuer à mettre en lumière les communs, abonnez-vous, commentez, faites circuler les épisodes et pour 5$ par mois sur Patreon, vous pouvez m'aider à poursuivre le projet. Pour comprendre c'est quoi, les communs, je vous invite à écouter l'épisode d'introduction du balado. J'ai hâte de vous partager toutes ces histoires, parce que créer du lien et se libérer de l'individualisme, c'est ensemble qu'on peut le faire. Comment créer des lieux, au sein de nos quartiers, dans lesquels chacun peut se sentir vu, exister? Qu'est-ce qu'on doit déconstruire dans notre approche d'intervention lorsque l'on souhaite offrir de l'aide? Comment repenser nos épiceries hors des paradigmes de surveillance et de contrôle? Comment financer des communs grâce à l'action communautaire autonome? C'est à ces questions que l'on tente de répondre dans cet épisode avec David. On y parle de Projet Inclusion, responsable à Montréal de soutenir le Libre Espace, un lieu d'échange ouvert à tous qui offre un endroit pour socialiser, boire un café, manger ou dormir. On jase aussi de l'épicerie solidaire de Rosemont et de la Pélicantine, des communs essentiels pour aller à la rencontre des citoyennes et citoyens en situation de grande vulnérabilité sur le territoire. J'espère que ça vous inspirera. Bonne écoute! David Castrillon, allô? Allô? David, tu t'impliques depuis 11 ans au sein de Projet Inclusion, un organisme qui vise la prévention et la diminution des problèmes en santé mentale de la communauté, par la création de projets collectifs et des espaces inclusifs. Auparavant, tu étais en gestion et en consultation pour des entreprises en Colombie pour tenter de changer le système de l'intérieur. Et à Montréal, par le passé, tu as travaillé en économie sociale, dans des coopératives de solidarité. Donc, tu as un bagage très riche et très intéressant. J'ai vraiment hâte qu'on en parle. Donc, David, pour débuter avec ma première question, j'aimerais te demander quelles valeurs sont fondamentales pour toi? Bonne question. Je pense que ça va être une réponse. Je ne sais pas si j'ai des valeurs fondamentales. Je pense que c'est. Ouais, non. Parce que j'ai réfléchi beaucoup à comment une valeur dans ce système il est transformé lorsqu'il rentre. Je les vois souvent. Mettons, des fois, j'entends les mots solidarité, la solidarité, ou être solidaire, et après, lorsque ça devient une pratique, et je vois la façon comme il est véhiculé, il est traité dans le quotidien, et ça prend d'autres formes. Tu as l'impression que ça devient juste un mot qui n'a plus vraiment de sens ou que c'est dénaturé? Oui, oui, il y a comme ça s'institutionnalise souvent. Donc, ça devient partie de plein d'institutions dans lesquelles on baigne, on habite. Comment être cohérent dans ma perception de comment fonctionne la vie. Comment est-ce que tu dirais que, peut-être pour essayer de l'illustrer, comment est-ce que ce que tu viens de décrire se reflète dans ton engagement auprès de Projet Inclusion? Mettons, on va dire, on va lutter contre la stigmatisation parce qu'on croit à l'égalité ou on croit à prendre soin de l'autre. Mais la façon de parler de l'autre, donc mettons, on va dire, oui, on va aller vraiment travailler avec les personnes vulnérables. Je suis très solidaire, on va travailler avec les personnes vulnérables. Mais juste nommer personne vulnérable, ça te met dans une position où l'autre est pas à la même place que toi. Oui. Donc, je suis super solidaire, mais tu es en train de reproduire ce que tu veux comme changer. Donc, parce que ta perception de la réalité peut-être a pas été questionnée. Tes valeurs, oui, mais comment tu perçois la réalité demeure la même que le système propose. Oui, des changements, des valeurs différentes, tant mieux, mais des fois, les bonnes intentions, ça reproduit des problèmes. Oui. Donc, voilà. Je pense que tu soulèves des points tellement importants, puis j'ai l'impression que ça va revenir au courant de notre discussion. Cette espèce d'inadéquation peut-être entre ce qu'on souhaite incarner, ce qu'on souhaite représenter, ce qu'on pense avoir comme posture et finalement les conséquences réelles de nos actions et de la manière dont on traite le monde par nos biais inconscients, par des comportements qu'on n'a pas encore déconstruits, par exemple.
David, est-ce que tu peux peut-être nous parler de l'endroit où on est en ce moment pour enregistrer? Un endroit Oui. super chaleureux, on est dans des fauteuils orange, la table à côté, elle est verte, l'autre table, elle est bleue. Je suis rentrée, j'étais comme émerveillée de... Ça m'a Ouais. fait du bien de voir toutes les couleurs Ouais. par cette journée de pluie. On est dans le Libre Espace, Oui. qui est donc une des initiatives portées par Projet Inclusion. Oui. Tu veux nous raconter un peu? Par où je commence? Mais Projet Inclusion, c'est une initiative concertée entre plusieurs acteurs, citoyens, personnes issues de la communauté qui voulaient créer un lieu où se déposer, parler, jaser sans avoir un échange économique. En fait, j'essaie de voir par où, parce que tu parles des couleurs, et juste Libre Espace, par exemple, pour être dans le concret, l'espace comme tel est un intervenant. C'est-à-dire, il a été réfléchi pour que quand tu rentres, tu puisses avoir une posture différente, autre. C'est très accueillant et chaleureux. Puis ça, je l'ai tout de suite dit quand je suis rentrée. Je sentais que c'était un endroit où, dans mon état de fatigue ou dans peu importe l'état émotionnel dans lequel je pouvais me trouver, je pouvais m'y déposer. Je pouvais m'y sentir bien. Ça, c'était immédiat. Et c'est ça l'idée, en fait. On a construit, idéé l'espace, on l'a conçu à partir de la parole des gens, des échanges avec les personnes et qui sont souvent pas logés, qui n'ont pas de logement, mais aussi avec des citoyens qui voulaient s'impliquer dans la construction d'un espace où tout le monde est accueilli. C'est ça la richesse, je pense, de cet espace où ce qu'on est, c'est quand tu dis les couleurs, quand tu dis... Il y a une ambiance qu'on n'est pas en train de les vivre, mais une espèce de familiarité où tu arrives, Mm. il y a plein d'expressions inattendues, des façons de communiquer que peut-être tu ne trouves pas ailleurs parce que les gens n'ont pas nécessairement des filtres. Et l'espace est conçu pour permettre ça. Et pour pas être dans une posture, plus tu es là, et t'es accueilli avec ce que tu es, avec la complexité que tu as dans ta vie. Et bon, t'as vu les meubles. Il y a des meubles pour dormir, donc les gens peuvent juste venir faire un sieste, manger quelque chose, prendre un café, faire un casse-tête, jouer à n'importe quoi, jaser. Donc il y a beaucoup de jassettes. Mhm. Ça c'est clair. Et c'est ouvert pour tout le monde. Donc oui, Libre Espace visait pas choisir une population parce que on nous demande tout le temps, c'est pour qui? Et je sais qu'on est tenté toujours à classer des gens. Ouais. Et nous, on refuse. Non, c'est pour tout le monde. Évidemment, on est dans un espace où les gens se sentent concernés. Comme je disais tantôt, des gens qui n'ont pas trouvé de réponse dans notre société à un besoin qui est essentiel de protection, de subsistance. Et donc, on va, plus que de dire c'est à qui, on va dire notre système ne répond pas à certains besoins et on va le Qu'est-ce faire. qu'on peut offrir, en Qu'est-ce qu'on fait? peut offrir? Ouais. Et les gens vont se reconnaître. Qui? Oui. Et des gens qui trouvent pas de réponse. Donc, Mhm. on essaye d'éviter tout le temps la question parce qu'on sait qu'il y a des pièges lorsque on met les gens dans des boîtes. Facilement, on crée des images de l'autre Ouais. qui les réduit beaucoup. Donc, Et on tu me dit, disais tout à l'heure que ça se reflète même dans la manière dont... Parce que quand les gens viennent sur place, comme tu le disais, ils peuvent se faire servir à manger, à boire, café, tout ça. Vous avez des partenariats avec d'autres oui, organismes pour utiliser tout ce qui est invendu des épiceries, tout ça. Donc, il y a oui, vraiment tout un système qui est mis en place. Et il y a toujours sur place une poignée, je pense, d'intervenantes qui sont là. Mais l'intervention reflète vraiment tout ce que tu disais au début là, sur la cohérence entre la posture et les conséquences de notre posture. Peux-tu décrire un peu la manière dont oui, vous percevez l'intervention ou la non-intervention? Je ne sais pas comment l'expliquer, ouais, mais... ouais. Oui, et c'est drôle parce qu'ici, les gens disent, ah, c'est bon parce qu'ici, on ne m'intervient pas. Hmm. Parce qu'il y a cette tendance d'intervenir, en fait, et d'essayer trouver un problème, donner des objectifs pour les régler. Nous, on n'est pas en train de régler quoi que ce soit auprès des gens ou un objectif comme
C'est plus, je vais échanger avec toi. C'est clair qu'il y a une responsabilité par rapport à l'espace de gens qui vont ouvrir la porte, en fait, on dit les intervenants, les travailleurs, travailleuses. Il y a quand même des apprentissages collectifs que par l'intervention, on veut faire. Comme je disais, l'espace est pour nous un intervenant. Donc, il y a une posture. Tu dis, OK, il faut quand même se placer d'une certaine façon. Et c'est pas très formel, c'est accueillant. Donc, l'intervenant doit être dans cette posture de je veux pas être avec toi dans une. Un rapport de pouvoir, peut-être, sur l'autre? Ou... Et plus que ça, oui, effectivement, dans un rapport de. Mais je suis dans une supérieure. En fait, je suis comme en dessous de toi et je te regarde et je te comprends. Donc, quand je parle avec toi, je suis en train d'écouter tout ce que tu me dis, je l'analyse et comment je t'aide. Non, on n'est pas là-dedans du tout. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'écoute active, puisque c'est quand même ce qui est préconisé par la plupart des intervenants maintenant dans différents milieux, mais pas ici. Non, en fait, une des choses qu'on fait lorsqu'il y a des nouvelles personnes qui viennent à l'équipe, c'est de construire l'écoute active. Donc, ça prend du travail parce que ça déstabilise. Donc, non, ce qu'on veut, c'est plus une espèce d'écoute engagée. C'est-à-dire, tu t'es engagé dans une conversation et s'il y a quelque chose qui te plaît pas, tu le dis. En fait, comme une personne, quand tu dis quelque chose, tu réagis. Tu vas pas faire semblant que ce qu'il a dit. Tu restes pas extérieur, un peu supérieur à la conversation, comme si les choses ne te touchaient pas, puis que, OK, on va déconstruire ensemble ce que tu viens de dire, on va essayer de comprendre. Donc, c'est une posture, finalement, qui peut être perçue comme infantilisante. Ah oui, oui, les gens nous disent. C'est pour ça que je te disais, ici, on ne m'intervient pas. Et est-ce que... Les gens aiment ça. Oui, parce qu'ils se rendent compte que tu es en train... On est très bons, les humains, pour lire les gestes. On est super bons pour... On a été entraînés pour faire ça. Des fois, on laisse ça à côté, on n'analyse pas trop, mais les gens voient quand tu es en train de le traiter comme pas égal. Ouais. Avec un petit geste. On le ressent. On les ressent. Donc, même les gens. Dans les non-dits, là. Et les gens ici sont très sensibles à ça. Et tous, en fait. On ne veut pas être traité de cette manière. Donc, on veut être cohérent avec ça. De juste, je suis avec toi, on jase et je suis engagé dans la conversation. Donc, je ne suis pas juste un spectateur de ce que tu me dis pour... ouais, non. Donc, voilà. Pour t'analyser et te décortiquer. Et t'es réglé des fois. Ouais. Non, tu me dis tout à l'heure un truc que j'ai trouvé vraiment beau. Tu me dis, offrir de l'aide, c'est vouloir entrer en relation avec l'autre. Comment est-ce que tu perçois, David, notre rapport ici au Québec à l'autonomie, à l'indépendance, la solitude, tout ça? Et c'est difficile. Je viens de la Colombie. En fait, je suis d'origine colombienne. Ça fait 15 ans que je suis au Québec. Et effectivement, ça frappe lorsque tu vois comment il y a beaucoup de solitude. En fait, c'est facile à voir la solitude des gens. Ouais. Et après, avec les temps et avec des questions que je me posais en général sur l'autonomie, cette compréhension, je pense, mauvaise compréhension de l'autonomie comme indépendance, en fait, et pas... Isolement. Et en fait, pas se laisser, on se dit, envahir de l'autre. Juste qu'on crée des distances. Respecter la bulle, la fameuse bulle nord-américaine. Oui, c'est ça. Et je dis, bon, je pense que c'est une compréhension de l'autonomie qui est pas juste et qui est pas cohérente avec la vie. C'est quoi pour toi une bonne compréhension de l'autonomie? Mais l'autonomie émerge parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance. Beaucoup. Et l'humain est très, très, très interdépendant. C'est pour ça qu'on dit est peut-être un des êtres vivants à un moment donné plus autonome, mais aussi très, très dépendant. Donc, et réfléchir à ça dans notre société est très, très difficile parce que c'est comme 12 idées contradictoires. Et on a un problème très grand à penser en contradiction. Donc, on veut tout de suite comme, ah non, ça se peut pas. C'est l'un ou l'autre. Exact. Et donc, l'autonomie est une chose et l'interdépendance est une autre chose, donc ils ne se touchent pas. Et moi, je pense que... Mais alors que pour toi, l'interdépendance, le collectif, c'est un peu le terrain fertile, c'est la condition pour faire émerger l'autonomie. Exact. Parce qu'on apprend au contact des autres, on
On s'autonomise parce qu'on est enrichi du contact des autres, Mais finalement. exact, et le reconnaître. Reconnaître qu'effectivement, je dépends de tout ce qui m'entoure pour être moi-même. Oui. Sinon, ces sentiments d'existence, de sentir que j'existe, ça s'effrite. Et c'est ça ce que on l'entend souvent ici, en fait. Ouais. Les gens disent, ben, je me sens pas exister, mais ici, j'existe. Je pense qu'au Québec, on tombe dans beaucoup de pièges, vraiment, de penser que on n'est pas lié à tout ce qui nous entoure, aux autres. Donc, je suis capable de me débrouiller toute seule. Et c'est pas vrai. Mais juste, c'est vendre cette idée, je pense, va créer une façon de vivre où ça devient une réalité en partie. Mm. Donc, tu t'isoles et tu finis isolé, et les autres aussi. Donc, on ne se dérange pas. Je ne veux pas te déranger. Et parce que je sais que tu es capable toute seule. Et oui, effectivement, je suis capable toute seule, mais c'est pas vrai, en fait. Les humains c'est pas faits pour ça. Et après, on paye les prix, je pense. Mais on les voit. Oui, Ouais. on paye les prix. Pour toi, la solitude, c'est quelque chose que tu observes parmi les gens que tu côtoies au quotidien, ici au Libre-Espace ou à l'épicerie solidaire dont on parlera tantôt, là. Mais c'est quelque chose que tu observes qui est assez partagé, cette solitude-là, à travers les différentes classes sociales, à travers les différents Oui. backgrounds des gens, leur histoire et tout. Oui, 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 oui. Je vais faire une parenthèse. J'ai parlé tantôt des besoins humains. Nous, on ne travaille pas avec la pyramide de Maslow et tout ça. On est très critique de ça OK. parce que ça ne reflète pas la complexité humaine. En fait, on n'est pas à un besoin de subsistance après affection. Non. C'est tellement arbitraire, cette pyramide, là. Ouais. C'est Donc, comme... Mais on l'a tous appris à l'école. mais on est très utilisé, même dans les langages courants, quand on parle des besoins de base. Et pour nous, c'est comme, non, ça marche pas pour nous. Ce qu'on dit les humains, lorsque tu manges, il y a toujours l'affection, il y a toujours la participation. En fait, il y a tous les besoins qui sont là. Et donc, tu manges pas en abstrait. En fait, tu manges dans un contexte, tout le temps. Notre conversation me fait du bien, honnêtement. Puis c'est le genre de conversation que j'ai tout le temps avec ma mère d'habitude. OK? Parce que, tu sais, moi, je suis née en France, puis j'ai ma famille qui est en France, puis la culture, elle est semblable à plein de niveaux à celle du Québec, mais elle est très différente sur d'autres. Moi, je me rappelle petite, on n'a jamais mangé avec la télévision allumée, par exemple. Jamais, jamais. On n'avait pas le droit de manger à des heures différentes non plus. C'était tout le monde. On avait même une cloche, là. Quand mes parents ils sonnaient la cloche, Oui, non, puis on manger ensemble. arrivait. Oui, oui, tout à fait. On mange ensemble, on se Ouais. parle, on discute, on se raconte nos journées. Et donc, manger, la nourriture a toujours été indissociable de la relation, de la parole, du soin, de l'affection, de tout ça. Tout à fait. Je sais qu'il y a beaucoup de périodes dans ma vie où j'ai vécu seule et je travaillais des heures pas possibles, où j'étudiais des heures pas possibles à chaque semaine, que j'avais même pas le temps de me faire une épicerie ou à manger. Je te parle début vingtaine, là, ça fait très longtemps maintenant, mais des moments où je mangeais mes repas faits au micro-ondes toute seule Oui, en non. regardant mon téléphone. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Mais- Et pourtant, à ce moment-là, si tu m'avais dit, sens-tu que tes besoins de base sont remplis? La pyramide de Maslow, ben, j'avais un toit, j'avais de la nourriture, mais je t'aurais dit, ben non. Je t'aurais sûrement dit, je me sens pas exister en ce moment, comme Ouais, tu disais ouais, tantôt. ouais. Donc, c'est ça. Donc, on va plus, au lieu de dire la pauvreté qui est liée à cette idée des besoins de base, on va dire les pauvretés. Pas la pauvreté, les pauvretés. Donc, quand t'es pas regardé pendant une journée, on porte pas attention à toi, on fait comme si t'existes pas, ça, c'est fondamental. Et moi, je dis, c'est un besoin de base, de sentir que tu existes aux yeux des autres. Mais c'est presque une forme de torture, en fait. Ignorer quelqu'un et prétendre que cette personne n'existe pas. Donc, oui, Ouais. effectivement. Et donc, en fait, projet inclusion va prendre ça au sérieux et les pauvretés existantes, les pauvretés en lien avec l'identité. Donc, je sens que je suis personne et on va accueillir ça. Donc, quand tu nous demandes que la solitude, oui, on le voit partout. Donc, on va répondre à ces besoins qui pour nous est essentiel. Et des gens qui sont logés, qui ont un toit,
mais juste ça, je suis comme, OK, c'est une pauvreté immense qui ne rentre pas dans les indicateurs de pauvreté, Mais j'allais dire qui est invisible en plus. mais que c'est essentiel et lié à d'autres besoins. Tous les besoins sont liés, donc tu ne peux pas délier les besoins de subsistance aux besoins d'identité, aux besoins de participation ou d'affection. Tout est ensemble. Comment faire dans les projets pour faire autrement dans l'action, disons, dans une épicerie, dans un livre-espace. Livre-espace, c'est comme une espèce de café. Tu viens prendre un café sans lien marchand, en fait. C'est plutôt ça. Puis, tu nommes l'épicerie, donc il y a l'épicerie solidaire de Rosemont. Oui. Tu veux nous la décrire un peu, comment elle fonctionne? Et pour nous, l'épicerie solidaire, c'est un lieu d'inclusion qui a comme excuse une épicerie. En fait, Donc, tout est réfléchi pour, je disais tantôt, ce sentiment d'exister, c'est-à-dire avoir la possibilité de nous reconnaître mutuellement, d'entrer en relation, de savoir que l'autre et moi, on existe dans une même place, on se sépare, on se regarde. Donc, comment faciliter ça? Donc, l'épicerie, est réfléchi dans ce sens, juste pour illustrer comment ça fonctionne avec un exemple concret. La caisse, c'est une réflexion pas en termes de où la mettre pour que les gens puissent circuler et sortir. Et plus, qu'est-ce qui arrive comment faire que la caisse devienne un lieu de rencontre, d'échange, où la placer. Donc, je me souviens qu'il y a eu des réflexions, on s'est dit, est-ce qu'ensemble avec les gens qui participent, parce que la pizzerie, c'est géré, c'est opéré par des personnes de la communauté, en fait. On va faciliter l'espace. Effectivement, il y a des personnes qui vont aider à la coordination et des employés de l'organisme, mais c'est la communauté qui l'opère. Et la question sur la caisse, c'est est-ce qu'on est dans un système où l'accès aux aliments et c'est fait par des épiceries, par exemple, mais qui sont basées sur la méfiance. C'est-à-dire, tu vas mettre la surveillance aussi. Exact. Ouais. Donc, on fait l'accès aux aliments et on ne les voit pas, mais l'accès aux aliments, c'est à partir d'un système de méfiance. Et on se dit, où mettre la caisse et quel est le rapport qu'on va avoir avec la personne qui vient accéder aux aliments pour changer ça et que ça devienne un espace de confiance. Donc, c'est pour ça que je dis les valeurs. Des fois, non, ici, on est solidaire, c'est un espace de confiance et tout. Mais la caisse... met la caisse juste devant la porte de la sortie, puis il y a une barrière, là. Donc, les valeurs sont beaux, mais la perception, je continue là. Donc, il y a plein... Parce que je pense que le système est très insidieux et très collé à notre peau et on c'est intériorisé d'une manière qu'on... On ne les voit pas, donc... On finit jamais le travail. Exact. Donc, mais il y a des manières, effectivement, de pouvoir se défaire, en fait, et ensemble, surtout ensemble. Et c'est là l'interdépendance, parce que toute seule, tu n'es pas capable de voir les angles morts. Tu as besoin d'une communauté qui apprend ensemble à se nommer les choses, à regarder ensemble. Donc, je disais, projet inclusion, il y a le Libre Espace où on est en train d'enregistrer. Il y a l'épicerie solidaire de Rosemont. Oui. Le troisième, je pense pas qu'il y en a de quatrième. Le troisième, c'est la Pélicantine. Mais il y a plusieurs, il y a plusieurs projets. Oui. Il y a la Pélicantine, on fait des projets porteurs artistiques aussi. Donc, c'est les gens qui se mettent ensemble. On va appeler un artiste et ensemble, on va choisir un sujet pour sensibiliser la société sur un enjeu. Mettons, cette année, c'était l'identité. Donc, des participants dans différents projets vont dire « Hey, j'aimerais participer avec l'artiste à construire une œuvre. » Et l'artiste est prêt à faire des ateliers avec les gens pour, partager une expertise par rapport à un médium, à son art. Et les gens vont collaborer à la construction de l'œuvre. Et l'artiste s'inspire de ça pour faire ça. Donc, ça, c'est un autre projet. Il y a des cafés de discussion. Il y a un café des voisins qui est à l'est de Rosemont. C'est ouvert à tout le monde aussi. Et là, c'est plus centré sur des discussions sur des sujets qui nous touchent. Donc, il y a comme plus, est-ce qu'on peut partager ensemble comme personne qui vit des choses dans la société et voir que les autres vivent la même chose et dans nos systèmes, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi on vit tous ces mêmes choses? Donc, ce sont des ateliers, des discussions pour apprendre ensemble et faire du sens. Donc, il y a deux projets qui sont là-dedans, un café discussion, un café des voisins, donc il y a aussi ça. Mais la Pélicantine, c'est dans le chalet du Parc Pélican, ici à Rosemont.
et c'est l'arrondissement qui nous permet d'être dans l'espace. Et ça a commencé avec un lunch à midi pour les gens qui voulaient aller chercher un lunch, OK. mais on l'a transformé dans un espace un peu comme libre-espace. Jeudi, vendredi, dans la même posture, dans la même... Donc, ça, c'est l'autre espace. Quand je parlais du Café des voisins, c'est dans un espace collectif qui s'appelle l'espace 40e Beauvien. Donc, plusieurs organisations se sont mis ensemble pour dire, hey, il faut quelque chose à l'Est, un espace communautaire, ouvert, où les gens puissent venir, participer. Donc, là, on a un projet qui s'appelle les Cafés des voisins dans cet espace qui est ouvert toute la semaine avec d'autres organisations qui aussi l'occupent et des citoyens qui s'installent. Donc, ça, c'est aussi une autre place ouverte. Ouais. Puis tout ça, c'est rendu possible grâce à l'organisme Projet Inclusion, qui est reconnu comme faisant partie de l'Action communautaire autonome, ou ACA. L'ACA, c'est une véritable innovation sociale québécoise. Là. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un levier incroyable pour les communs ici. Mais pourtant, c'est vraiment méconnu. C'est incroyable. Oui. Tu veux nous parler avec passion des ACA? Oui, mais on entend parler des organismes communautaires. Et quand je suis arrivé au Québec, j'étais en lien avec, c'est un organisme communautaire dont je participais. Par la suite, je me suis rendu compte que le Québec avait fait un choix, une innovation que je trouvais assez flyée. C'était wow. Et ils se sont dit, on va subventionner l'État, le gouvernement, des organisations qui visent transformer la société en toute autonomie. Mais il faut qu'ils démontrent qu'ils veulent transformer la société en État autonome. Ce qui est exactement les communs, en fait. Ouais. Donc, autogestion, autonomie. Et que c'est porté par la communauté, soit porté par la communauté. Et si vous démontrez ça, on vous finance. Comme une forme de délégation peut-être, où l'État voit qu'il ne peut pas être partout, qu'il ne peut pas répondre à tous les besoins. Donc, s'il y a des gens, des milieux qui ont des bonnes idées, qui sont autonomes, prenez l'argent, faites votre truc. C'est ça l'esprit de l'action communautaire autonome, qui existait avant, mais qui a été reconnu collectivement et qui c'est dans une politique. Donc, qui va financer ce type d'organisation. Et en réaction, ou peut-être en opposition, je ne sais pas si opposition, mais en dépassement peut-être des organisations de charité. Ouais. Donc, comment on va pas être là-dedans, on va être plus dans des organisations. Qui ont été, excuse-moi, je t'interromps, mais juste pour préciser, tu sais, qui au Québec, les organisations de charité, tout le côté charité, historiquement, était très sous la responsabilité, on va dire, des institutions religieuses. Oui, exact. Et donc, comment dépasser la charité? Ouais. Et surtout dans cette idée de on ne veut pas reproduire le système. On veut changer, on veut apprendre. Donc, comment créer ces espaces qui sont, à ce moment-là, l'action communautaire autonome, ça a été comme une espèce de réflexivité collective de, OK, on va créer un outil pour se critiquer. Donc, et on va subventionner ça. J'étais comme, wow! C'est clair que c'est méconnu, cet aspect. Quand on parle des organismes communautaires, je pense qu'il y a encore cette idée de charité. Les gens qui vont aider les pauvres, qui vont... En fait. Ouais. Et l'action communautaire réagit fortement à ça. Elle dit, non, c'est pas ça. C'est pas, en fait, c'est des gens de la communauté qui s'organisent ensemble et qui créent des instances démocratiques pour des idées ensemble et qui vont utiliser des ressources et des personnes. Moi, je suis une ressource utilisée par la communauté. Et donc, mon conseil d'administration, c'est des membres de la communauté, des participants qui vont donner les orientations et dire, bon, ça c'est ce qu'on aimerait faire et comment est-ce qu'on va répondre aux besoins qu'on a identifiés. Et donc, l'action communautaire, et comme tu l'as dit, c'était cette innovation que j'avais pas vue ailleurs. Même dans mes études, j'étais assez surpris de voir qu'une société avait fait ça. Mais surtout, je trouve l'aspect le plus intéressant, c'est la place de la critique. Parce que pour avoir la subvention, finalement, pour avoir du financement pour tout ça, il faut
critiquer le système en place actuellement Oui, en disant il y a des problèmes, on veut ça transformer. fonctionne pas, j'ai une idée pour le transformer. Donc, c'est quand même une chance dans une société. Je veux dire, c'est pas partout qu'on a Non. un tel niveau de, comment dire, peut-être de liberté de nommer ces Oui, choses-là. oui. Ouais. Mais je te dis, c'est pas compris. En fait, c'est dans une politique, on doit répondre à ça. Je pense que même les milieux politiques comprennent pas que les gens ont entre les mains ça et, et non plus beaucoup, beaucoup de personnes, en fait. On passe connaissance, je parle souvent avec des gens, et ah oui, les communautaires, mais dans cette perception de charité, donc c'est toujours et c'est bien, en fait, d'expliquer, ça veut dire quoi, et ça t'appartient à toi. Ce type de structure, tu peux t'impliquer. Ça appartient à la communauté, en fait, ce type d'organisation. Donc, Ouais. juste, et pas pour venir sauver les gens. Si tu veux t'impliquer, c'est pas pour sauver, c'est C'est pas pour participer. co-construit, c'est pour participer. Exact. Ouais, ouais. Mais tu viens pas à sauver qui que ce soit. Il y a aussi cette autre idée qui est pas propre à l'action communautaire on va donner des services on donne pas des services à la population. Mhm. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait tous les liens avec peut-être le balado, les Oui, racontements en commun. Donc, c'est des communs, en ouais. fait. C'est des communs qu'il faudrait comme reconnaître et partager leur existence réelle et comment ça fonctionne. Donc, bon, en tout Mais cas, qu'il je y ait une pense que reconnaissance et un soutien financier pour la manière dont des gens, souvent dans des groupes informels qui font des communs, participent à transformer ouais, leur quartier, transformer leur village, transformer tout ça, là, ouais, souvent avec peu de moyens. ouais, ouais, Comment ça fonctionne, le financement en ce moment pour les différents projets? Je sais que le libre espace est ouais. menacé de fermeture. Oui, et Libre Espace a commencé en fait, l'idée, à Rosemont, il y a un forum social, s'appelle Décider Rosemont ensemble. C'est l'idée par la CDC de Rosemont, la Corporation de développement communautaire de Rosemont. Donc, il y a la communauté de Rosemont qui se met ensemble à réfléchir sur des priorités des quartiers. Donc, Libre Espace, c'était une des idées. À ce moment-là, c'était pas Libre Espace, c'était juste avoir un lieu. Et Projet Inclusion a participé à la démarche pour que ça émerge. Et initialement, Libre Espace, il n'y avait pas d'espace. C'était dans les parcs. On crée des liens dans un parc sans beaucoup de ressources. Et finalement, on a eu un financement de la Ville de Montréal dans un programme. En fait, les acteurs ont dit, bon, on va déposer à la Ville de Montréal pour avoir un financement et pouvoir, et dans un lieu, offrir certaines commodités, avoir une personne qui puisse être comme intervenant, comme je dis, dans la posture qu'on veut. Et on s'est développé comme ça. À un moment donné, il y a des acteurs du réseau de la santé qui s'impliquent, des organisatrices communautaires qui viennent donner un coup de main, à connaître les projets, accompagner, faciliter des choses. C'est un rôle qu'ils ont. Et une des personnes a parlé à un programme version chez soi, que ça existait à Rosemont, cette initiative. Il y avait des montants résiduels. On nous a contactés. On a parlé de l'initiative, de la posture, bon, Ouais. une espèce d'innovation qu'on voulait faire par rapport à certaines problématiques qu'ils avaient identifiées. Et ils ont dit, ah bon, il y a des résiduels. On a reçu un montant assez important d'argent pour avoir cet espace Wow. dans lequel tu es aujourd'hui. Donc, on se dit, OK, on n'a pas nécessairement cherché les fonds. Ouais. Je pense que ça parlait C'est aux arrivé au gens. bon moment, oui, puis Ça les parlait gens aux en avaient gens, ça besoin. faisait du sens. On se dit, ben oui, effectivement, il y a ça, il y a cette idée. Donc, on a eu ces financements de ces programmes qui est financé par les gouvernements fédéraux. Donc, on avait un financement de 2 ans. Et cette année, il fallait, en fait, ça a commencé l'année passée, pour Renouvelé, ouais. renouveler, mais donc redéposer. Et on a rempli nos demandes, tout était en forme. Et on nous a dit, bon, votre projet fait du sens, c'est accepté, mais il n'y a pas d'argent parce que le fédéral a coupé les programmes en Ouf. itinérance. Ouais.
Et ça a été nommé, en fait, les financements finissaient le 30 mars et la nouvelle, ça a été annoncé début mars. Enfin, donc, Puis les vous temps de avez un réaction. loyer à payer, Oui. là. Vous êtes ici, vous avez des charges. Oui. Donc, il y a les 2 personnes qui travaillent ici surtout, il y a un loyer et bon, l'organisme et de ses propres fonds a dit: «Mais il faut se donner une chance. On ne Ouais. sait pas la pression collective, qu'est-ce que ça va donner?» Et quand je dis la pression collective, il y a beaucoup d'autres initiatives qui ont été coupées à Montréal en itinérance dans un moment où on entend dire que c'est une priorité et tout ça. Donc, on était comme bon, il y a Ouais. quelque chose qui ne marche pas. Et donc, on s'est dit, bon, on va donner une chance au projet, on va aller jusqu'à juillet. Et c'est le maximum qu'on peut faire, Couvrir, ouais. voir comment ça change, qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a plusieurs acteurs qui, effectivement, se sont mobilisés, Libre Espace, les gens, on a marché, on a contacté à tout le monde, quand je dis tout le monde, les paliers fédéral, les provinciales, ici la municipalité, la ville, et donc plusieurs acteurs pour nommer la réalité des Libre Espace, en fait. C'est environ 45 personnes qui viennent par ouverture. Par année, c'est environ 450 personnes qui sont passées par Libre Espace. C'est quand même, si je veux dire, je reviens à ce qu'on disait au début, mais c'est 450 personnes par an qui rentrent ici, qui, pour plusieurs le disent et d'autres ne le diront pas, mais le pensent peut-être, se sentent exister. Ah oui. Tu sais, je veux dire, on n'est pas dans une question de... Je sais pas, c'est juste... C'est tellement fondamental, puis perdre ça, c'est comme inconcevable. Oui, donc ça a été... Mais c'est ça ce qu'on ressentit quand j'ai eu la nouvelle, on m'a appelé, donc c'était dur parce qu'on disait, mais ça fait du sens. À Rosemont, pour les gens, même pour les élus de Rosemont, pour les fonctionnaires, c'était comme un projet qui fait du sens dans le quartier, qui répond à plein de besoins. Donc, on était sous les chocs, comme « Oh! » Ouais. Et oui, Puis ça a finalement, été... ça va coûter tellement plus cher à la société Ah oui, c'est en clair. répercussion Tout à fait. de ne pas avoir ce... Tu sais, c'est ça qui est... Même, je veux dire, c'est pas une question mathématique, c'est une question humaine. Mais même si nous aussi, on rentrait dans une question mathématique de budget politique, ça reste stupide. Oui, non, c'est clair que, mais on laissait, en fait, juste en termes d'une économie classique, effectivement, ça fait pas de sens. Et donc, Libre Espace, actuellement, jusqu'à juillet, on attend des réponses, des nouvelles parce qu'il y a les fédérales qui s'est mobilisé et dit, OK, on va réinjecter l'argent. Et Québec aussi a dit la même chose. Mais les fonds, on ne sait pas comment ça descend, donc on est en attente. C'est flou en ce moment C'est flou. encore. Oui, donc on est là, mais la mobilisation est là. On commence. Moi, il y a un côté que j'aime. Ça va sonner drôle, mais dans mon expérience, dans ma vie passée, dans la vie, en fait, moi, j'aime bien la complexité du monde, dans le sens qu'il y a des émergences, des choses qui émergent, qu'on n'a pas vu venir. Et j'aime bien cette idée de sérendipité, c'est-à-dire tu trouves des choses que tu n'as pas cherchées juste parce que tu es attentif à la relation, à continuer à être là avec les gens et tout. Et moi, je parle, c'est un peu ça la gestion de l'organisme, dans les désordres organisés. Et je commence à voir comment les gens et nous-mêmes, ça nous met dans une posture d'imaginer des choses qu'avant, on n'aurait pas pu voir. Et c'est une des choses, je fais les liens avec l'action communautaire autonome. C'est cool d'avoir effectivement un financement de l'État et cette reconnaissance, mais il faut toujours lutter contre la institutionnalisation des organisations, des projets. Donc, on est beaucoup là-dedans aussi à Projet Inclusion. Non. On sait que c'est très facile dans un commun. Dès lorsque ça fonctionne, d'institutionnaliser la chose. Et de le dénaturer finalement. Mais ça fait partie, on est dans un système et c'est pas évident
de garder. En fait, même avec... C'est pour ça que je reviens à la perception. C'est, c'est quoi la nature de ça et comment on la garde. Pas par rapport aux valeurs, juste à la conception de la réalité qu'on a. Et je pense que ça peut aider à prévenir certaines institutionnalisations du système qui mange la chose, qui finalement devient la chose qu'on veut pas. Donc, dans ce type des événements, donc il y a ces parties que je trouve, bon, on commence à imaginer d'autres choses. Et ça permet une mobilisation puis de penser autrement parce qu'il y a aussi une forme de... Puis là, je suis vraiment pas en train de dire que c'est pas positif. Je pense que toi et moi, on s'entend pour dire qu'on n'est pas en train de critiquer le fait d'avoir des subventions de l'État. On en veut plus, on veut plus d'argent là-dedans, évidemment. Mais on est aussi conscient que ça peut être très vulnérabilisant de dépendre uniquement de la source d'un acteur comme ça, extérieur à nous, qui peut, du jour au lendemain, à l'aboutissement du 1 an ou 2 où ils étaient censés subventionner, cesser de le faire. Et dans ce cas-là, on se retrouve avec rien, en fait. Donc, d'essayer de, justement, se mobiliser entre nous puis avoir la créativité de se dire, comment est-ce qu'on peut devenir... idéalement, un jour, les communs seraient tous autosuffisants, là. Tu vois ce que je veux dire? Puis... Ou alors, il y aurait tout le temps une injection d'argent incroyable venant de la part d'un État qui serait vraiment de gauche, mais c'est juste que je suis juste... C'est pas que je veux pas que ça arrive, c'est juste que je suis un peu désillusionnée. Oui, non, tout à fait, mais je suis d'accord que c'est un choix collectif que cette société a fait. Et si, comme société, collectivement, on s'est dit, non, on veut pas financer des communs, collectivement, c'est-à-dire, OK, donc, il faut que les communs, ils vont continuer à exister, mais moi, je dirais, il faut qu'ils continuent dans les marges. Et ça... Donc, c'est une opportunité très cool au Québec de pouvoir, comment dire, nourrir les communs avec ces financements. Oui. Et l'utiliser. Et oui. Tous les outils à notre disposition doivent être utilisés. Et je sais que je les vois tout le temps. Il y a des émergences, des choses qui émergent, des idées. Et on réinvente la roue. La roue, oui. Oui, et on aime ça. Et oui, j'entendais l'autre fois dans un partage de l'épicerie solidaire, on partageait les modèles d'épicerie solidaire où les gens disaient, mais comment partager ces expertises pour aller ici et là, et donc pas réinventer la roue. Et c'était comme, non, il faut tout le temps la réinventer. C'est tellement rare, David, qu'on entend ça ou que quelqu'un me dit ça dans le micro de ce balado, de dire, parce que tout le monde parle tout le temps, comment est-ce qu'on diffuse les connaissances dans les communs, comment est-ce qu'on partage les outils, comment est-ce qu'on crée des réseaux. Mais puis toi, tu me dis, non, il faut qu'on réinvente la roue. Mais oui, parce que c'est toujours dans un contexte. Et mettons, Libre Espace, il n'y avait pas ces modèles. Oui, il y avait certaines idées. Je te parle des idées de posture. Je vais être avec toi, mais c'est très simple. C'est pas comme juste je vais être avec toi comme un être humain à part entière. Donc, on le vit tous, mais juste être là et permettre que les gens s'impliquent. Parce que si tu as déjà l'expertise dans ton projet qui vient parler de comment c'est fait, l'implication des gens, pas la même que lorsque tu es en train de lire ton contexte dans une population, dans un contexte précis, avec des gens spécifiques, dans tout l'environnement change. Et que les gens viennent eux-mêmes aussi créer oui, parce que tu es concret avec tes sensations, tes sentiments. Donc, quand on ne réinvente pas la rue, on perd l'émotion, on perd tout ce qui est chaud. Et on reproduit les fois qui sont des données, tout ça, mais ce qui est, je pense, propre au commun, c'est ces parties chaudes de relations qui étaient en train de vivre à un moment donné, dans un contexte spécifique et pas ailleurs. Donc, tu peux pas les reproduire, je suis désolé. Et tant mieux, c'est cool parce que... Et oui. Donc, les gens peuvent pas me voir en ce moment, mais toi, tu me vois avec mon très grand sourire quand tu racontes tout ça parce que ça me fait penser quand... je crois que c'était en 2024, j'avais participé à l'ACFAS, tu sais, pour tous les cycles de conférences. Là, il y avait une journée de conférences sur les communs, puis avec une amie, Marie-Soleil Lallier, on avait fait une présentation basée à la fois sur sa thèse et puis moi, mes compétences juridiques, fait que sur les communs, les fiducies, tout ça. Mais dans toute
tout le 1 jour et demi, je pense qu'il y avait eu de conférences sur les communs, beaucoup de gens étaient des chercheurs qui cherchaient justement à répondre à cette question-là de c'est quoi un modèle de commun qui fonctionne, puis comment est-ce qu'on peut le reproduire? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça se multiplie? Et ça part d'une super bonne intention, là, on s'entend. Tout à fait, oui. Mais c'était parler des communs d'une manière qui était tellement... Pareil, quand on fait des publications académiques là-dessus, tu sais, je l'ai déjà dit avant dans ce balado, mais en tout cas, ça me tient à cœur, je le répète, mais c'est tellement désincarné Ouais. de réduire ça, comme tu dis, au froid. J'aime ça que tu parles de chaud versus froid, c'est le froid des données. On va réduire un projet à des données qu'on peut aller ensuite reproduire ailleurs, copier-coller. On perd, puis moi, c'est pour ça que je me suis, tu sais, lancée dans le balado, puis que j'avais besoin de faire cette coupure-là, momentanée, en tout cas, du monde académique, c'est que c'est parce qu'on perd tout le show, comme tu dis, toute la poésie des échanges entre les gens, puis le fait que les gens ont surtout envie de participer à co-créer quelque chose. Pas forcément d'arriver, qu'on leur donne une formation en disant, mais regarde, dans le village à côté, ils ont fait ça. Voici un modèle, reproduis-le. Ouais, non. C'est Non. comme, les gens ont besoin d'être créatifs, ont besoin de sentir qu'ils ont une fierté aussi de dire, ah, ça, ce projet-là, cette idée-là, c'est moi qui l'ai eu, j'ai mis ma marque, j'ai mis ma trace, on a créé quelque chose ensemble, tu sais. Oui, non, je suis d'accord. Ça veut pas dire qu'on peut pas se parler Mais oui, et échanger et partager des questions, des bonnes idées, mais il y a pas, oui, en fait, c'est toujours les systèmes comme ça, ils rentrent à vouloir modéliser, Hmm. rendre formel, mais dans une boîte. Ouais. Et c'est toujours ça, et l'académie y échappe pas, en fait, est très, très système, en fait. On Elle classe, reproduit, oui. pas tous. Juste ce matin, j'étais vraiment dans des chercheurs flyés ailleurs. J'étais comme, ah yes, cool. mais, mais il y a l'académie est très institutionnalisée, fait partie effectivement d'un système, moi je dis qui veut contrôler la réalité beaucoup, mais qui est en incohérence avec la vie, avec comment fonctionne la vie. Ouais. Donc on est comme en décalage entre comment fonctionne la vie et nos outils industriels, ça fait 2 ans qu'on est comme socialisé là-dedans, et c'est très difficile de se départir Hmm. de ces réflexes, de vouloir trouver la réponse, contrôler. Mais il y a ce décalage qui a été déjà nommé même par des chercheurs ou des philosophes qui disent, oui, il y a une incohérence en Occident entre comment fonctionne la vie et notre manière de percevoir la réalité. Donc voilà, Mais ça boucle la boucle avec le début de la discussion. Puis ça va me faire un tremplin. Pour ma dernière question, David, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à des personnes qui nous écoutent comme mot de la fin par rapport au commun, des gens qui connaissaient peut-être pas le concept ou qui ont envie de s'engager? Ce matin, en fait, j'ai pris peut-être, je sais pas si c'est un commun de ma grand-mère en Colombie. Et ma grand-mère était quelqu'un où elle était assise dans la porte, à côté de la porte ouverte. Il y a tous les voisinages qui la connaissaient, des gens rentraient, on pouvait manger. En fait, Doña Marta, Madame Marta, donc c'était connu. Donc, les gens étaient chez ma grand-mère, en fait, les voisins. Donc, c'était un espace où on sentait que tout le monde était bienvenu. Et elle faisait une espèce de... En fait, en Colombie, on mange une chose qui s'appelle arepa. C'est une galette de maïs. Oui. T'as mangé? Je Oui. sais pas. OK. C'est très bon. Donc, OK. Donc, arepa. Et à l'époque, avec un moulin, on prenait les maïs et on les faisait bouillir pour que ça ramollisse. Après, on les met dans les moulins et et après, c'est la pâte et tu fais l'arepa. Donc, Ouais. ça goûte. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, parce que ça goûte toute une histoire. Ça goûte ma grand-mère. En fait, ça goûte tout ça. Et ici, je me suis dit, hey, ma grand-mère est là. En fait, elle continue à exister en moi. Et je me suis acheté un moulin ici à Montréal. Et j'achète des maïs.
Et j'ai fait chez nous, en fait, le déjeuner en Colombie est important, très important. Spantos, non, c'est vraiment, tu fais arepa ou des œufs et fromage, tu fais des fois un chocolat chaud, en tout cas. Et je me lève tôt à faire les maïs, je les laisse la nuit, après ça continue à bouillir le matin, je fais l'arepa, mes enfants m'aident à faire l'arepa, La à moudre, manivelle là, sur oui, le exactement. moulin. Je suis en train de faire les gestes. Ben, c'est ça, tu fais le geste, les gens ne le voient pas, mais c'est pas un Non, moulin non. électrique, là. C'est Exact. vraiment C'est à la main. le geste, Le geste oui, de exact. la manivelle. Et il y a tout un truc, donc j'invoque ma grand-mère qui s'est présente, qui est là, et les enfants qui sont en train de voir ça. Donc, autour de ça, il y a tout un univers qu'on a recréé. Je ne sais pas si ça, c'est un commun, mais on l'a à portée de la main. En fait, il est là. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas loin. Tu l'as dit tantôt. Oui. C'est juste là et tu peux le vivre de plusieurs façons. C'est quelque chose qu'on peut tous et toutes comprendre instinctivement quand on parle de qu'est-ce que c'est des communs. Puis ça, je le vois quand j'en parle aux gens. Parce que c'est quoi ce concept-là? Exact. Puis quand je l'explique, ils me regardent puis ils sont comme OK, ben finalement... On l'a fait. On le fait et on comprend et ça a énormément de sens. Exact. Ouais. Bon. Ben, c'était tout pour mes questions. J'ai eu merci. énormément de plaisir à faire cette discussion, David. On est parti dans toutes les directions, puis je pense qu'on a couvert une panoplie de sujets super importants. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton ouverture. Merci d'ouvrir les microphones aux initiatives. Absolument, c'est important pour moi. Parfait. Mais merci beaucoup. Merci. Si cet épisode a résonné avec vous, je vous invite à le partager avec quelqu'un de votre entourage qui pourrait avoir besoin d'espoir, besoin d'y croire, pour qu'on y arrive ensemble. Si vous avez aimé la discussion, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un commentaire. Ça aide à propulser le balado et à donner de la visibilité aux histoires inspirantes des gens qui changent le monde, une initiative à la fois. Finalement, si vous avez envie de vous impliquer dans des communs, d'en jaser, de participer à la vie collective, j'espère que cet épisode sera une petite étincelle qui nourrira votre élan. Merci pour votre écoute.